Dès que je vois un couple hétérosexuel se tenir la main et faire un câlin et un bisou, je me dis, eux, ils se posent même pas la question de oh, je devrais peut-être pas l'embrasser en public. Ils se posent même pas la question. Alors que nous, quand on s'embrasse dans la rue, on se pose la question, on regarde un petit peu autour de nous. Dernièrement, on s'était recroisés dans la gare. Ça faisait 1 semaine et demie qu'on s'était pas vus, donc on s'est fait un gros câlin. Et ben après le câlin, droite-gauche, quoi. Plusieurs individus qui rôdent dans les parages arrivent, probablement attirés par le déversement d'insultes. Des propos haineux qui résonnent, qui bouleversent et tétanisent. J'étais littéralement roué de coups. Je pense qu'un ballon de foot, il n'a pas eu autant de coups de pied. Et j'ai pas senti qu'on m'avait poignardé. Pour eux, l'homosexualité, ça ne pouvait exister, donc ça sous-entendait que c'était un de moins, quoi. Des gens peuvent me haïr au point de me casser la figure juste pour ce que je suis. Une personne lesbienne, gay, bi ou trans est agressée toutes les 36 heures en France, selon le dernier rapport de SOS Homophobie. Des agressions verbales, mais aussi physiques, qui font de l'espace public un potentiel danger. En 2018, Arnaud, 28 ans, a été violemment agressé à Paris avec son ami alors qu'il sortait d'un théâtre. On entend des cris qui viennent d'un groupe qui était à une 30aine de mètres de nous. Et moi, je comprends que ça nous a adressés. Et puis, en fait, les cris deviennent plus forts parce qu'ils se rapprochent. Et ils sont 3, ils se mettent en face de nous. Et là, tout de suite, c'est des propos homophobes. C'est « Eh mais vous êtes des pédés, eh mais vous êtes embrassés tout à l'heure, vous êtes serrés dans les bras, c'est dégueulasse, c'est contre nature. » Et c'est un flot d'insultes homophobes pendant 3-4 minutes. Tout de suite arrive très vite une exigence de leur part, c'est de quitter le quartier. Il n'y a pas de pédés chez nous, il n'y a pas de pédés dans le quartier, vous partez de chez nous. En 30 secondes, on passe de 3 agresseurs à 6 plus un scooter. Et donc, je veux dire qu'on est encerclé et on ne peut plus sortir du cercle. D'un seul coup, le conducteur du scooter, qui avait son casque en main, me donne un coup de casque en plein visage. Ses amis me donnent des coups de pied et des coups de poing de tous côtés, donc au niveau du dos, au niveau des côtes, pour essayer de me faire tomber. Deuxième coup de casque, et celui-là, en fait, j'ai pas le temps de le parer. C'est-à-dire que je le vois et il est à ça de mon œil, et donc je me reçois le coup de casque en plein dans l'arcade. Et là, d'un seul coup, ça pisse le sang. Transporté aux urgences, Arnaud est en état de choc. Mais dans la nuit, il décide avec Rémi de poster la photo de son agression. Pour eux, il n'est pas question de se laisser faire, et encore moins de se taire. Tout le trajet qu'on a fait en tant qu'homosexuel avec Rémi pour s'assumer nous-mêmes, pour s'assumer vis-à-vis des amis, pour s'assumer vis-à-vis de la famille avec le coming out, pour vivre pleinement en étant heureux et en étant bien dans sa peau notre homosexualité, c'est pas 3 petites frappes qui vont nous faire revenir en arrière et nous renier. Arnaud est loin d'être un cas isolé. En 1 an, les agressions physiques des personnes LGBT ont augmenté de 66%. Un triste record, et malgré de nouveaux droits acquis comme le mariage pour tous, la population gay reste discriminée par une partie de la société. J'ai été agressé pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai fait. Je suis homosexuel, mais c'est quelque chose que je ne peux pas enlever. Ce n'est pas un choix, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je suis comme ça, donc est-ce qu'il faut que je me cache ? Est-ce qu'il faut que je change, mais je ne peux pas changer? C'est des questions qu'on se pose qui nous ébranlent, qui nous remettent en cause, qui interrogent notre identité et sur l'image qu'on renvoie dans la sphère publique. Et ouais, c'est des questions qui du coup sont tout le temps là. Il m'arrive de jouer un rôle quand je sens que je ne suis pas dans un environnement sécurisé. Il reste une peur qui est toujours là. Si Arnaud est désormais plus vigilant dès qu'il sort, il ne renonce pas à exercer un métier qui pourtant l'expose, comédien. En ce moment, il joue dans Le Monstre amoureux, un spectacle pour enfants. Tu sais, à l'école, moi j'ai plein de copains. J'ai même un amoureux. Je suis amoureuse de Clément. Tu es quoi? La violence homophobe se libère en ce moment
parce qu'on n'a pas honte de qui on est. Et du coup, ça pose problème aux yeux de certains. Mais je suis amoureux de quelle personne, moi, alors? C'est ça qui les énerve, c'est de voir que nous, on se considère comme des gens normaux. Mais c'est quoi l'amour? Et qu'on vit comme tout le monde, comme les hétéros. La réponse, c'est de garder la tête haute, c'est de continuer à vivre comme avant et d'en parler publiquement. De ne pas avoir honte en fait, de ne pas se dire oh, j'ai été agressé, je reste chez moi et je me planque. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes osent dénoncer les violences qu'elles subissent en raison de leur orientation sexuelle. Marion est journaliste, elle a 26 ans. Il y a un an, victime d'une agression qui l'a bouleversée, elle a voulu écrire son histoire et l'a publiée sur Internet. Pour la première fois de ma vie, j'ai été agressée verbalement et physiquement pour ce que je suis, une femme lesbienne. C'est donc une soirée normale. Je dîne avec ma petite amie dans un restaurant. En sortant, nous nous embrassons, quand au même moment, nous entendons une remarque venant d'un homme attablé en terrasse avec sa femme et ses 2 enfants. « Vous êtes dégueulasse, sale lesbienne, allez vous faire soigner ». Des propos haineux qui résonnent, qui bouleversent et tétanisent. Mon sang ne fait qu'un tour, je brandis un doigt d'honneur. Le père de famille est ivre de colère. « Tu vas voir, je vais te violer, tu vas comprendre ce que c'est ». Il me gifle dans la foulée et m'assène un coup de poing au visage. Je vacille. La symbolique de ce coup de poing, pour moi, c'était vraiment quelque chose une attaque, une atteinte à ce que je suis, à ma dignité d'être humain, et c'est ça en fait le plus dur à encaisser. Rejet, insultes, harcèlement, violence physique et parfois viol. Chaque jour, une femme lesbienne est agressée en France. Une lesbophobie doublée d'un sexisme que Marion ne supporte plus. Être une femme et être lesbienne, c'est en fait être un objet, c'est être sexualisé dans le regard des hommes. C'est difficile, c'est pas cool non plus. C'est forcément s'attirer des remarques, des agressions verbales. Des hommes qui, dans le métro, vont venir m'emmerder, hein, concrètement, moi et ma copine, en me demandant si on est cousines, si on est sœurs, si on est ensemble, qui vont nous dire qu'on est sexy, qu'on est belle. Enfin, ça, c'est le quotidien des lesbiennes qui subissent un peu cette double peine d'être à la fois femme et lesbienne, quoi. Moi, parfois, j'ai envie de résister, de montrer que je suis là et que j'ai pas envie de me laisser faire non plus, quoi. Kevin a 32 ans. En mars 2019, il a été victime d'une tentative de meurtre en raison de son homosexualité. Il y a quelques jours, convoqué chez le juge, il a dû de nouveau être confronté à ses 3 jeunes agresseurs. C'était très éprouvant, cette rencontre. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de honte de leur part. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils ont fait, en fait. Il n'y a aucun regret dans leur regard. Il n'y a aucun regret dans leur gestuelle, il n'y a aucun regret dans leurs paroles. Moi, à leur place, je me serais senti vraiment mal, très mal. Et ça n'a pas été le cas pour eux. Tant qu'il y a cette enquête en cours, ça ne fait que me replonger dans mon passé. Et j'aime pas vivre avec mon passé. J'ai envie de mettre ça derrière moi, j'ai envie que ça passe et j'ai envie d'avancer, en fait. Dans l'espoir de construire une relation amoureuse, Kevin s'était inscrit sur une application de rencontre. Un jour, il entre en contact avec un garçon avec lequel il échange pendant 3 jours et qui lui donne rendez-vous un soir en banlieue parisienne. Il s'y rend en voiture, sans se méfier. Quand j'arrive sur le point de rendez-vous, je sors de ma voiture et j'ai 3 personnes qui me sautent littéralement dessus. Je reçois un premier coup à la tête. Il y en a un qui me montre un couteau. Mon premier réflexe a été de courir, en fait. Donc je les ai poussés, j'ai couru. On m'a rattrapé, on m'a fait un croche-pied. Je me suis retrouvé à terre. Et là, je pense qu'un ballon de foot, il n'a pas eu autant de coups de pied. J'étais littéralement roué de coups. Et ça s'arrête très vite. J'avais déclenché l'alarme de ma voiture, en fait. Je pense que ça les a fait fuir. Et c'est ce qui a alerté les voisins aussi. Il y avait en fait une dame qui m'a demandé, quand j'étais à terre,
où était le couteau. Et je lui ai dit, mais je me suis pas pris de coup de couteau, madame, je vois pas de quoi vous parlez en fait. J'ai pas senti qu'on m'avait poignardé. Ça m'a perforé le poumon, j'ai été transféré à l'hôpital, opéré en urgence. Et voilà. J'ai jamais pensé être en danger parce que j'étais homosexuel. Jamais. J'ai plus pensé être en danger parce que j'étais roux que parce que j'étais homosexuel. Je pense que je comprends que c'est une agression homophobe à partir du moment où les policiers me le disent. C'était juste taper quelqu'un et tenter de le tuer finalement parce que c'est ce qu'ils ont fait. Les seules choses qu'ils ont pris, c'est mon téléphone qu'ils ont éclaté sur un trottoir 300 mètres plus loin et mes clés de voiture qu'ils ont jetées dans une poubelle. Pour moi, ça veut dire t'appelleras personne, tu bougeras pas d'ici et tu vas mourir là. Kevin échappe à la mort de justesse, mais il doit faire face à de lourdes séquelles. Après avoir le poumon perforé, j'ai eu des séances de kiné respiratoire pour réapprendre à respirer normalement, parce que j'avais perdu presque 50% de mes capacités respiratoires. Et penser à respirer, je le souhaite à personne. Quand on doit y penser, c'est épuisant. Suite à son agression, la vie de Kevin s'écroule. Après 2 mois et demi d'arrêt de travail, il doit renoncer à l'entreprise qu'il vient de créer et faute d'argent, il doit quitter sa maison. Mais le plus dur à vivre, ce sont les séquelles psychologiques qui, au fil du temps, l'ont fragilisé. 6 mois après son agression, il vient pour la première fois consulter une psychologue bénévole à SOS Homophobie, car il veut comprendre pourquoi certaines de ses réactions le déstabilisent. Je me retrouve dans des situations de panique, par exemple, à certains moments, et sans raison apparente. Je me suis retrouvé, par exemple, coincé au rayon surgelé un jour, oui. Parce qu'il y avait un vieux monsieur qui parlait tout seul. Oui. Et qui me faisait peur. Oui. Qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, le vieux monsieur, par exemple? Je me suis dit, voilà, ce monsieur, il est peut-être fou, à n'importe quel moment, il peut, je sais pas, sortir une arme et tirer sur tout le monde. Ou... Il est imprévisible. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Bah oui, je pense que c'est exactement ça, en fait. C'est son côté imprévisible qui m'a... Bah c'est ça, bah vous voyez que vous arrivez à faire le lien. Je me suis retrouvé aussi avec mon meilleur ami dans le métro, en pleurs, sur ses genoux, parce que bah, je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. J'étais pareil, j'avais excessivement peur, et là, carrément, je me suis mis à pleurer. C'est un psychotrauma. Vous avez vécu quelque chose de très grave. Il y a en nous des neurotransmetteurs, en fait, qui réagissent, par exemple, en situation de peur, pour organiser la réponse. C'est-à-dire que soit vous allez attaquer pour vous défendre, soit vous allez fuir. Mais là, vous pouvez ni fuir, ni attaquer. Ce qui vous est arrivé. Et les 2 neurotransmetteurs continuent d'envoyer, sauf qu'ils sont neurotoxiques. Alors à un moment, votre corps, il va bloquer. Heureusement, le cerveau va bloquer l'arrivée des neurotransmetteurs et on se retrouve en état de sidération. Et quand on revit la situation ou qu'on croit qu'il y a quelque chose qui nous fait revivre la situation, hop, ça recommence. Même chose, sidération. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que juste après l'agression. Juste après mon agression, en fait, je me suis tout de suite senti bien et bizarrement, je me suis senti vivre, en fait. Comme si j'avais eu la chance de pouvoir vivre encore et donc du coup, je profitais de ce moment-là. Mais là, ça ne me suffit plus, le fait de vivre. Là, il faut que je vive avec quelque chose. Du coup, il faut que j'arrive à l'intégrer, ce avec. L'agression homophobe, c'est l'agression contre une personne qui a une sexualité qui dérange l'autre. Il y a donc une identification, puisque l'identification, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. On n'arrête pas de s'identifier, on voit du même chez l'autre. Et si ce même est intolérable chez nous, c'est-à-dire cette part d'éventuelle homosexualité chez soi, insupportable chez soi, on la voit chez l'autre, en toute liberté en plus. Ah non, insupportable, et donc on va chercher à détruire cet autre. Après avoir été passé à tabac sous les yeux de son compagnon par 6 jeunes garçons en septembre 2018, Arnaud a décidé de médiatiser son histoire pour dénoncer l'homophobie. Si l'agression a renforcé leur couple, s'assumer au grand jour reste parfois difficile pour Arnaud et Rémi.
Dès que je vois un couple hétérosexuel se tenir la main et faire un câlin et un bisou, je me dis, eux, ils se posent même pas la question de oh, je devrais peut-être pas l'embrasser en public. Ils se posent même pas la question. Alors que nous, quand on s'embrasse dans la rue, On se pose on toujours se pose la question, on regarde un petit peu autour de nous. Dernièrement, on s'était recroisés dans la gare. Ça faisait 1 semaine et demie qu'on s'était pas vus, donc on s'est fait un gros câlin. Et ben après le câlin, droite-gauche, quoi. Moi, j'y pense toujours, mais c'était très important pour nous deux, après quelques semaines, de se remettre à vivre comme avant. Et ce qui a changé depuis l'agression, c'est qu'on s'est engagé dans la lutte contre l'homophobie à différents stades. Rémi s'est engagé beaucoup plus que moi, même. Tu peux en parler? Bon, disons que toi, tu as une autre forme d'engagement. Moi, j'ai voulu la faire au sein de SOS Homophobie. J'ai eu envie d'intervenir surtout auprès des jeunes, auprès des collégiens et des lycéens notamment. Quand on fait des interventions devant des jeunes, on se retrouve face à des collégiens ou des lycéens qui ont l'âge de nos agresseurs. Donc, ce qui peut être assez perturbant, mais on entame déjà un processus de prise de conscience. On parle aussi de toute discrimination, donc le racisme, l'antisémitisme. Et du coup, quand on fait ce parallèle-là, c'est plus simple pour eux de comprendre pourquoi c'est grave, l'homophobie. Si on se mettait dans un placard et qu'on se cachait, je trouve qu'on serait pas digne. Moi, j'aurais honte. Depuis la vague d'agressions homophobes en 2018, de nombreuses personnes LGBT ont voulu se sentir moins vulnérables dans les lieux publics. Beaucoup ont voulu apprendre les techniques de self-défense, un art martial qui vise à se protéger en cas d'agression. Comme Marion, qui a été violentée dans la rue il y a 1 an. Allez, double, hop, hop, c'est bien, super, ça me va, tu vois. Si quelqu'un très costaud te prend aux épaules, te prend en étranglement, te prend au sol, le doigt, n'importe où, dans la trachée. Là, alors sois méchante, là t'es gentille, là t'appuies comme ça. Ce que je veux, c'est que tu rentres le doigt. Tu vois, c'est pas bon, hein. Non, t'es gentil. Là. Là, t'es gentil. Non, là, ça commence à venir, tu vois. Ça nous permet de se défendre sur quelqu'un qui est très costaud, très méchant, etc. On ne résiste pas à une pression, même avec un doigt, sur le coup. Donc, le dialogue de l'agression, il est important parce que quand quelqu'un vient t'embêter, si tu dis calmez-vous, 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 la première chose qu'il va faire, c'est surtout pas se calmer. Tu apaises. Tu te mets en garde, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Et tu positives le dialogue. Ça aussi, c'est une arme de self-défense. En fin de compte, tu as très peu de chances d'être touché, en fin de compte, parce que tu as mis tout ça en place. Et du coup, ça te permet d'avoir déjà une vraie confiance en toi. Le jour où ça se représente, il faut que j'arrive à garder tout ça en tête et à gérer un peu ce pic de stress et d'adrénaline qu'on peut avoir. Et essayer vraiment de rester posé, quoi. Parce que c'est vrai que là, j'ai repensé un peu au comportement que j'avais à l'instant T et en fait comme moi je me sentais un peu piquée à vif par exemple, j'étais pas dans le calme-toi, c'est-à-dire que moi quand le mec m'a dit je vais te violer, tu vas voir, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait bah, vas-y. La philosophie, c'est simplement se défendre. C'est être une belle personne en fait. Donc c'est pas du tout d'être super costaud, d'avoir des muscles et de dire voilà je sais me battre, etc. Au contraire, c'est de ressentir les choses et de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir repousser cette violence, repousser cette agression. Marion sait désormais comment réagir en cas d'agression, car elle ne veut surtout pas se cacher. Elle veut continuer à aimer Amandine aux yeux de tous, y compris à l'endroit même où elles ont été agressées. Coucou. Bonsoir ma douce. Ça va. Ça va et toi? Mais cela a pris du temps pour Marion. Les premiers mois suite à l'agression, je voulais pas marcher le long de ces quais. J'étais complètement tétanisée, j'avais peur quoi. Puis je pense au bout d'1 mois, je me suis dit ça suffit maintenant, j'ai toujours ma place dans l'espace urbain, j'ai pas envie de me refaire frapper et en même temps j'ai pas envie de m'empêcher de vivre. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont conseillé suite à en fait cette agression de faire plus attention à moi, de faire attention dans la rue et moins justement, moins se montrer, moins répondre.
Enfin, ça serait trop facile en fait de juste écouter des insultes et rentrer chez soi. Et c'est important pour moi de ne pas se laisser écraser, de continuer à sortir quand même et de continuer à se tenir la main dans la rue, à sortir tard le soir. Oui. Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2006, en sortant d'un bar du Marais, Bruno croise la route de 4 hommes qui vont devenir ses bourreaux. Je me suis dirigé sur le boulevard Sébastopol afin de trouver un taxi pour rentrer chez moi. C'est à ce moment-là où j'ai croisé ces 4 individus. Ils m'auraient abordé, proposé de l'alcool. J'aurais refusé, continuant ma route. Un appel anonyme a appelé la police en donnant la plaque d'immatriculation et en précisant qu'un jeune homme avait été tapé et poussé violemment dans une voiture. Bruno n'a aucun souvenir de l'agression barbare qu'il a subie. Souffrant d'amnésie partielle, il ne peut s'appuyer que sur la parole des experts et la version aléatoire de ces 4 tortionnaires. À chaque passage à Paris, il retourne dans ce bar du Marais qui, alerté de sa disparition par sa tante, avait lancé un avis de recherche. Toute l'équipe du Banana, ils se sont mobilisés, ils ont créé un appel à témoins, simplement, qui a été placardé partout dans le Marais afin de trouver où j'avais pu disparaître. On n'avait aucune trace ni quoi que ce soit de Bruno et c'était un peu la panique, quoi. Évidemment, on se sent presque pas coupable, mais s'il sort de chez nous, on se dit c'est parce qu'il sortait de chez nous, parce que la culpabilité, elle est forcément un peu présente. Je pense réellement que sans eux, je serais plus de ce monde. Bon, maintenant, on boit un coup. Ah bah, qu'est-ce que tu veux boire? Comme d'habitude. Ok, moi je t'installe là et ça arrive. Super. Tout de suite. Merci. C'est un miracle si Bruno a été retrouvé vivant dans un parc de la banlieue parisienne 24 heures après son enlèvement. Il y avait été laissé pour mort. Lorsqu'on m'a retrouvé dans ce parc agonisant, donc dégoulinant de sang, j'étais nu. De visible, j'étais dans une mare de sang, j'avais le cerveau, enfin la boîte crânienne en sang, la mâchoire cassée, donc ça saignait aussi, un poumon perforé et plein de marques de cigarettes, puisqu'une fois inconscients, ils se sont amusés à écraser leur mégot de cigarette sur mon corps. J'ai été violé. Enfin, le viol a été... Enfin, c'est le terme juridique viol, mais ils m'ont sodomisé avec des branches de bois. Le but, à la barre, ils ont déclaré que pour eux, l'homosexualité n'était pas, c'est pas le terme acceptable, mais que pour eux, ils ne comprenaient pas, donc ça ne pouvait exister, donc ça sous-entendait que c'était un de moins, quoi. Transporté à l'hôpital Henri Mondor, Bruno est plongé dans un coma artificiel pendant 1 mois pour soulager ses souffrances. Une partie de son cerveau a été détruite. Il lui faudra 7 mois d'hospitalisation et de rééducation pour réapprendre à vivre. Selon les informations que les médecins donnaient à ma famille, je ne devais ni marcher, je ne devais ni parler, et je ne devais jamais être capable de vivre seul. Et quand réellement j'ai repris plus ou moins conscience, donc c'est là qu'ils sont aperçus que j'avais totalement tout oublié. Et heureusement, ma maman était là, car elle le dit souvent, elle m'a élevé 2 fois, c'est-à-dire que j'étais redevenu un nouveau-né. J'avais 27 ans à l'époque, elle me donnait à manger à la petite cuillère, elle m'a réappris à parler. Aujourd'hui, Bruno a récupéré une grande partie de son autonomie et vit seul à Caen. Mais 13 ans après son agression, en situation d'invalidité, cet ancien comptable ne peut toujours pas retravailler normalement. Le plus gros problème que j'ai encore aujourd'hui, c'est la mémoire immédiate. Je ne peux pas vivre sans le GPS de mon téléphone. Je n'ai plus, comme auparavant, la notion du temps, par exemple. Si on me dit on se donne rendez-vous à tel endroit dans 10 minutes, je suis obligé de mettre mon réveil sur mon téléphone. Malgré mes séquelles, malgré mon quotidien, malgré tout le négatif, je continue encore quotidiennement à me battre afin d'être le plus normal possible et d'avoir la vie la plus normale possible. J'aurais pu réellement péter les plombs, mon entourage a eu très peur à une époque, mais non, j'ai vraiment gardé les pieds sur terre et
et je continue de témoigner afin de ne plus voir ces une de magazine ou ces photos sur les réseaux sociaux de visages tuméfiés. Non, enfin, on va bien un jour comprendre qu'on ne choisit pas ses sexualités. Moi, on me pose la question, oui, je suis gay. Bruno a été l'une des premières victimes à dénoncer l'homophobie. Ses agresseurs ont été condamnés à des peines de 16 à 20 ans. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes LGBT ont aussi décidé de témoigner. La société dans sa globalité est plus tolérante envers les personnes LGBT et les droits des personnes LGBT évoluent et obtiennent petit à petit le même droit que tous les autres citoyens et toutes les autres citoyennes. Et donc cette légitimité que gagnent les personnes LGBT leur permet de ne plus tolérer les agressions, les insultes dont elles sont victimes et donc elles en parlent. Finalement, c'est peut-être cette visibilité-là qui a été acquise, qui est rejetée de manière très virulente et très violente par une partie de la population. Quand on donne des droits nouveaux à une catégorie de la population qu'on a été exclue, c'est toute la société qui monte vers le haut. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un combat dans lequel tout le monde doit s'engager. Il faut éduquer, il faut montrer quoi. Si on est fermé, c'est parce qu'on a peur, si on a peur, c'est parce qu'on ne voit pas. C'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois aussi, mais c'est pas pour ça qu'on va s'empêcher de vivre et que nos agresseurs ne gagnent pas, qu'ils ne prennent pas le dessus. Moi, j'ai pas de pardon à donner à mes agresseurs. C'est pas moi qui me suis fait agresser, c'est toute une communauté. Donc à partir du moment où l'homophobie ne sera plus qu'un lointain souvenir, ils auront le pardon d'une communauté entière. Au cœur de Paris, une plaque nous rappelle que l'homophobie n'est pas nouvelle. Elle rend hommage aux 2 derniers hommes exécutés en France pour homosexualité. Plus de 2 siècles et demi après, l'homosexualité est enfin dépénalisée et la justice reconnaît l'homophobie comme facteur aggravant d'une agression. L'homophobie n'est pas une opinion, mais bel et bien un délit, puni par la loi. Si elle court encore les rues, beaucoup de victimes ne se tairont plus.